à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. LVMH frappe fort dans les territoires. Le numéro 1 du luxe mondial inaugure une nouvelle manufacture de joaillerie dans les Vosges. Le savoir-faire français est mobilisé. Plus de 300 emplois locaux seront créés. Nous nous rendons sur place dans un reportage exclusif de Christophe Rigaud. C'est un secteur en crise. La filière viticole subit les aléas économiques et climatiques et les Français consomment de moins en moins de vin. En Gironde, certains acteurs parient sur le vin sans alcool pour rester attractif. Un choix audacieux, mais très coûteux. Nous y reviendrons avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est une semaine d'hommage national aux victimes du terrorisme. Nous nous rendrons à Toulouse, où l'école aux arts Atora a été victime d'une attaque terroriste il y a 12 ans. Pour célébrer leur mémoire, ce théâtre met en scène la voix des proches des victimes. Vous verrez, nous y reviendrons avec notre partenaire Via Occitanie sur place. Enfin, nous irons en Savoie, où le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand enrichit son nouveau projet baptisé Les Français. L'objectif, saisir l'image de gens heureux, et oui, et de dresser un portrait de la France authentique. Nous y reviendrons en fin de journal. Le numéro 1 du luxe mondial LVMH continue d'investir dans les territoires. À Saint-Dié-des-Vosges, une nouvelle manufacture de joaillerie vient d'être inaugurée. Un investissement qui vient renforcer la production du joaillier Tiffany's & Co, racheté par LVMH aux Américains. D'ici la fin de l'année, 50% de la production sera consacrée à Tiffany, avec plus de 300 emplois locaux à la clé. Un reportage exclusif de Christophe Rigaud sur place, regardez. Ils sont bijoutiers, sertisseurs, polisseurs et travaillent tous pour les plus grandes marques de luxe. Dior, Vuitton, Chaumet et Tiffany. Cette nouvelle manufacture flambant neuve de Saint-Dié-des-Vosges vient répondre à la forte demande d'un secteur de la joaillerie en pleine expansion. Ici, le groupe Orest et LVMH viennent d'inaugurer ses ateliers de 3000 m². Le vice-président de Tiffany, Alexandre Arnaud, a fait le déplacement dans les Vosges avec de grandes ambitions depuis l'acquisition de Tiffany par le numéro 1 du luxe. On assiste vraiment à une évolution très forte de la marque en termes d'élévation produit, de montée en gamme, que ce soit sur la haute joaillerie, sur les produits en or, en diamant, avec un prix moyen qui a presque triplé, des volumes qui ont fortement augmenté également, un parc de magasins qui se rénove à très grande vitesse, et tout ça nous permet de nous développer et justifie des investissements comme ceux qu'on fait dans cette manufacture. En 2025, 50% des pièces produites à Saint-Dié-des-Vosges le seront pour Tiffany. Et si la célèbre marque américaine est venue s'installer dans les Vosges, ce n'est pas un hasard. Le savoir-faire français aujourd'hui est le meilleur au monde, en tout cas c'est ce qu'on pense chez LVMH et chez Tiffany, même si on est une marque américaine, on a des usines aux États-Unis qui font une partie de ce qu'on fabrique, mais sur la partie très haut de gamme, le savoir-faire français est vraiment inégalé. Dans cette nouvelle manufacture, tous les emplois sont locaux et le groupe Orest a misé sur la formation pour la transmission des savoir-faire. Les formations sont la condition sine qua non d'un développement durable sur le bassin et le développement d'un écosystème, une industrie et les écoles, les centres de formation qui lui correspondent. Avec cette manufacture, ce sont aussi des emplois pour la région. Aujourd'hui, l'entreprise compte 200 employés et prévoit d'atteindre 300 collaborateurs d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, et au départ installé en Alsace, le groupe Orest a trouvé sur place la main-d'œuvre nécessaire dans un bassin d'emploi pourtant touché par le chômage. Dans les Vosges, le chômage dépasse la moyenne nationale. Près de 8% de la population est écartée du monde du travail. Aux côtés d'LVMH, la formation mise en place permet à chaque nouveau salarié, principalement des intérimaires, de se préparer pendant 6 semaines à leur futur poste. Les salariés qui sont formés au métier de polisseur et de sertisseur. L'enjeu est aussi de fidéliser ces artisans qui vont produire ces pièces d'exception. Tout à fait autre chose, le printemps des rillettes est de retour en Sarthe. Les gourmands et les curieux sont invités à cette célèbre tradition culinaire. Cette année, c'est un championnat de trompe-goule, un plat sartois qui sera à l'honneur. Pour introduire cette nouvelle édition, la conférence de presse s'est tenue dans les studios de notre partenaire local, la chaîne LMTV Sarthe. Regardez ce reportage d'Enzo Maubert. Le printemps des rillettes revient à partir du 16 mars.
La précédente édition avait attiré 70 000 visiteurs, un succès que les organisateurs comptent bien renouveler cette année. Et là, il faut venir parce que ça va être festif, rigolo, il va y avoir la fête à tous les étages. Car le but, c'est avant tout de mettre en valeur la rillette sous toutes ses formes. La Sarthe, c'est la terre des rillettes. Conneré en est le berceau et Le Mans est la capitale mondiale des rillettes. Voilà, et cette thématique-là, on va essayer de la valoriser, de la développer pour que chacun, justement, utilise les rillettes de la Sarthe comme support ou comme prétexte à faire la fête. Au programme de cette fête, le traditionnel concours de recettes à Conneré le 16 mars, la fête du cochon à l'Arche de la Nature le lendemain. Mais cette année, pas de marmite géante ni de record du monde de sandwich aux rillettes sur la place des Jacobins. La nouveauté, c'est le trompe-goule, un plat sartois vieux de plus de 200 ans. Dans le temps, voilà, les gens n'étaient pas forcément très riches, donc ils utilisaient la graisse de rillette qui était mise sur les bocaux pour faire revenir des oignons. On faisait cuire les pommes de terre, les carottes coupées en petits cubes. On rajoutait soit du vin blanc, soit du cidre. Et puis après, à la fin, on rajoutait les morceaux de rillettes, ce qui faisait que ça apparentait à de la viande. Et bien évidemment, il aura le droit à sa Coupe du Monde le dimanche 24 mars. Oui, être sartois, c'est aussi être un peu chauvin en ce qui concerne les rillettes. C'est un secteur en crise. La filière viticole fait face à de nombreux enjeux. Dérèglement climatique, concurrence étrangère, baisse de la consommation. Alors certains acteurs font le choix de diversifier leur production, comme à Sauveterre de Guyenne, où cette coopérative de viticulteurs girondins produit du vin sans alcool. Un investissement audacieux à un prix très coûteux, comme l'a constaté Océane Archambault dans ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Voici la nouvelle boisson tendance. Elle a toutes les caractéristiques d'un grand vin, sans l'alcool. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire en fait le vin original, de le désalcooliser et de retrouver en fait des arômes, un équilibre de bouche qui ressemble au produit d'origine. Voilà, donc c'est tout l'enjeu en fait de la désalcoolisation et de ce produit-là. Un marché prometteur puisqu'en 2023, 30% des Français déclaraient consommer des boissons sans alcool ou peu alcoolisées. C'est un gros investissement, ça reste un pari, mais je dirais c'est un pari aujourd'hui qu'on regarde avec un peu plus de sérénité parce qu'on voit quand même une grosse demande en fait sur ces produits-là. Un marché en France, mais aussi à l'international. Les produits sans alcool de cette entreprise sont référencés jusqu'au Brésil. C'est d'ailleurs assez marrant de le constater, on voit qu'il y a une espèce d'évolution de la consommation et elle est quasiment la même un petit peu partout dans le monde, quoi, en fait, voilà. Comme si en fait quelque part on s'affranchissait là des frontières sur ces produits-là. Pour vendre un vin à 0 degré, il faut procéder à une désalcoolisation du produit. Un processus réalisé par une grosse machine, sorte de cocotte minute, capable de désalcooliser 800 litres de vin par heure. Voilà notre machine à désalcooliser. Alors typiquement c'est un alambic, c'est une machine qui sert à distiller les vins, sauf qu'ici la grosse différence c'est qu'elle va être sous vide. En étant sous vide, on va abaisser la température d'ébullition aux alentours de 30 à 40 degrés Celsius. Ça fait qu'on va protéger, on va respecter les arômes du vin et ses saveurs. La grande distribution semble encore frileuse à l'idée d'accueillir du vin sans alcool dans ses rayons, et ce, malgré le succès que rencontre cette nouvelle boisson. Voilà, et puis dans ce JT des images impressionnantes après les intempéries qui ont touché l'Hexagone la semaine dernière. En Haute-Loire, les vannes du barrage de Granges ont été ouvertes pour vider une importante quantité d'eau. Des vannes hautes de 14 mètres et larges de 12 mètres. C'est un événement qui ne se produit que très peu de fois par an. Le spectacle est à couper le souffle et ça attire les curieux. Sur place, les élus ont essayé d'anticiper le moindre débordement. Une cellule de veille a d'ailleurs été ouverte. Après quelques jours, la situation est revenue à la normale, mais les personnes mobilisées gardent un œil très attentif. Direction 3 maintenant dans ce JT où la célèbre prison Hennequin est en phase d'être cédée par l'État. Le coût de la revente à la mairie est estimé à plus de 400 000 €. La préfète de la ville et le maire François Barouin se sont rendus sur place. L'occasion d'évoquer les différentes étapes à venir. Dans ce reportage, notre partenaire Canal 32 vous propose une visite inédite de cette prison. Regardez. Fermée, la maison d'arrêt de Troyes entame sa reconversion. Les ultimes détenus ont été transférés des 42 cellules fin décembre. On a fait un écusson à la date d'ouverture de l'établissement 1834 et à la date de fermeture 2023. Propriété de l'État, le calendrier de session à la ville de Troyes a été présenté lors d'une visite ce jeudi. 7200 m² d'emprise au sol, 2200 habitables.
Le tout a été évalué par les domaines à moins de 400 000 €. Le site a été déclassé par l'administration pénitentiaire, par le ministère de la Justice, avec une date d'effet au 30 avril. Ensuite, il y a quelques travaux de finition, pour une fenêtre entre début mai et le tout début de l'été pour passer à l'étape suivante qui sera la cession du site. Avec une volonté déjà de logement. On a besoin de logement au cœur de ville, mais pas uniquement. Et je souhaite compléter cet appel à projet international par une consultation des Troyens. Évidemment, ils ne connaissent pas le lieu de l'intérieur, mais ils savent l'importance de ce lieu stratégique dans la tête du bouchon de Champagne. Les architectes des bâtiments de France doivent déterminer ce qui doit être conservé, parfois caché par le béton, notamment les éléments du couvent des Cordeliers, bâti au XIIIe siècle. Là, on est vraiment dans la cour du cloître. À voir ce qui reste vraiment d'authentique dans les bâtiments. Tant qu'on a les enduits, c'est difficile à discerner. Si ce n'est ce qu'on a derrière nous, c'est vraiment les bâtiments d'origine Cordeliers, parce qu'on a une charpente qui est d'origine. La réflexion portera également sur les murs d'enceinte. On a des parties qui sont d'origine, donc qui est en lien avec les deux pavillons d'entrée et la porte d'entrée. Donc voilà, il y a une authenticité et une homogénéité d'éléments qu'on va essayer de préserver. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de modifier. On sera dans l'esprit évidemment d'un partenariat avec les bâtiments historiques pour conserver toute la trace de l'histoire que nous pourrons conserver. C'était tellement fermé, tellement mythique, ce mur d'enceinte est tellement incroyable pour les voisins, est tellement incroyable. Une maison d'arrêt comme ça en cœur de ville, c'est une page de l'histoire qui va se tourner, elle doit se tourner vers l'extérieur plutôt vers l'intérieur. Donc c'est peut-être autour de ça qu'on va commencer à travailler. Le maire de Troyes veut initier une discussion avec les habitants sur la reconversion du site avant la fin de son mandat pour pouvoir accélérer son lancement lors du mandat suivant. Et puis nous recevions ce jeudi l'ex-premier ministre Manuel Valls sur TV5 Monde dans l'émission Face au territoire avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, Le Point et le magazine 20 minutes. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre, c'était sur TV5 Monde. La situation à Gaza, le chef de l'UNRWA dénonce une guerre contre les enfants. Dorénavant, le nombre d'enfants tués en 4 mois à Gaza dépasse le nombre d'enfants tués en 4 ans de guerre dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'Israël est toujours en droit de se défendre? Oui, moi, l'avantage avec moi sur ce sujet-là, c'est que je suis clair et cohérent. Vous n'êtes pas sensible à la situation humanitaire, à la situation des enfants? Je suis sensible à la situation humanitaire, effrayé par le nombre de victimes de ce conflit, effrayé par le nombre de victimes palestiniennes, qui sont d'abord victimes, ne l'oublions jamais, du Hamas, puisqu'elles font de ces populations leur bouclier. Vous savez, il y aurait une manière très claire d'arrêter la guerre, hein. C'est de délivrer tous les otages, de rendre les armes de la part du Hamas. D'ailleurs, j'entends peu les chancelleries, les ministres des Affaires étrangères, rappeler cette évidence. Tout ce que dit l'UNRWA me paraît aujourd'hui, cette agence qui s'occupe des réfugiés des Palestiniens depuis 1948, me paraît sujette à caution. Je pense que cette organisation doit être dissoute, remplacée par une autre forme d'aide aux Palestiniens. Voilà, 12 ans après l'attaque terroriste dans l'école Ozar Hatorah à Toulouse, le théâtre prend le relais de la mémoire. Cette troupe a décidé de mettre en scène la voix des proches des victimes grâce à des témoignages recueillis sur place. L'occasion de sensibiliser des étudiants. Un reportage de Stéphanie Forgeois pour notre partenaire sur place de Via Occitanie. Regardez. Je suis arrivée en même temps que le tueur. Je l'ai vu tuer tout le monde. Et j'ai assisté à tout. J'avais mes enfants dans la voiture. L'art pour ne pas oublier. Le 19 mars 2012, l'école Ozar Hatorah à Toulouse a subi un attentat faisant 4 morts, dont 3 élèves. Grâce aux témoignages livrés par les proches des victimes et par les personnes présentes sur les lieux, une compagnie de théâtre a décidé de mettre en scène ces textes pour sensibiliser lycéens et collégiens à travers la France. Aujourd'hui, c'est dans le palais de justice que ces mots vont résonner. Un hommage émouvant pour ces passeurs de mémoire qui ont parfois du mal à retenir leurs émotions. Pour moi, le moment le plus bouleversant, c'est justement la personne à laquelle on rend hommage aujourd'hui, Samuel Sandler, qui est le grand-père et le père de 3 des victimes de cet attentat, et qui raconte qu'il ne verra plus jamais ces noms-là sur son téléphone. Mais que de fait d'aller parler dans les établissements, ça compense. Une journée sur un thème difficile, mais qui entre dans le cadre d'un projet pédagogique initié par
par le musée mémorial du terrorisme. Donc l'idée, en fait, c'est d'interroger un phénomène complexe à étudier, un phénomène qui nous touche, qui peut nous toucher au quotidien et donc qui peut susciter effectivement beaucoup d'émotions. Et du coup, par ce travail-là, remettre de la distance critique, réinscrire ça dans un temps long qui est 200 ans d'histoire du terrorisme. La France, elle n'a jamais vécu 10 années sans qu'il y ait un attentat qui la touche. Et de travailler aussi la façon dont l'État réagit, dont les sociétés réagissent, dont la justice fait son travail. Se questionner sans traumatiser, c'est tout le but de cette pièce pour les élèves et professeurs dont les noms et visages resteront cachés pour des raisons de sécurité. C'est thérapeutique et ça fait rêver aussi, même si on parle d'un sujet qui est controversé et difficile, le terrorisme. L'art, ça permet de rêver et on peut créer une société résiliente aussi grâce à ça. L'art, ça permet de passer outre l'événement tragique. Il y a aussi un personnage à un moment qui dit qu'elle se voit dans la personne qui s'est fait attaquer par le terroriste et ça c'est vrai parce que on s'imagine sa famille, on s'imagine ses petits frères, ses petites sœurs, ses parents. Et c'est encore plus frappant. Les prochaines éditions des journées pédagogiques sur le terrorisme pourraient inclure d'autres écoles comme Nice et Strasbourg, des villes qui ont elles aussi été frappées par des attentats. Une belle façon de faire perdurer la mémoire des victimes. On parle beaucoup d'énergie renouvelable. Regardez cette expérience en région, à Dommartin, les Rémiremont, dans les Vosges, sur les terres autrefois animées par le festival des sapins barbus. 12 000 panneaux solaires fabriqués en France sont installés. De quoi permettre d'alimenter plus de 2000 foyers en électricité et de renforcer la position française en matière d'énergie renouvelable. Regardez ce reportage de Denis Lequienne pour notre partenaire Vosges Télévisions sur place. Il restait à peine une petite dizaine de panneaux installés sur la zone de la Bruche à Dommartin-les-Remiremont. Il y a 3 ans, ce site accueillait le festival des sapins barbus après un passé industriel, un élément qui a compté dans le choix des investisseurs pour implanter une centrale photovoltaïque. Un site qu'on appelle artificialisé ou anthropisé. Donc ça c'est un premier point, donc c'est pas un site qui a été pris à un état sauvage on va dire. Au-delà de ça, c'est un site, si on regarde autour de nous, qui présente un écrin de verdure tout autour et donc d'un point de vue paysager, ça leur permet aussi de pouvoir vraiment masquer l'ensemble du projet de l'extérieur. Il n'est pas visible même des voisins les plus proches. Autre atout, la proximité avec le réseau électrique pour faciliter le raccordement. Avant de lancer le chantier, des écologues ont étudié le site pendant 1 an pour limiter l'impact du projet. On a une zone qu'on appelle une zone écologique, qui est une zone qui a été évitée pour permettre à un oiseau, qui est un oiseau migrateur qui s'installe là régulièrement, de continuer à venir sur le site malgré le fait que le projet soit installé. Les travaux de ce projet, à l'étude depuis 5 ans, ont démarré il y a 3 mois. La mise en service devrait être effectuée fin mars. Ici, c'est un projet qui fait 5 MW. Alors ça ne parle pas forcément, mais ça alimente à peu près 2000 foyers et c'est 12 000 panneaux. On a un investissement ici qui est de l'ordre de 4 millions d'euros. La société, fondée en Corse il y a 15 ans, qui a démarré ses projets sur l'île de Beauté, loue le site à la communauté de communes Porte des Vosges Méridionale, propriétaire du site depuis le rachat à Dommartin-les-Remiremont. L'investisseur reverse un loyer de près de 15 000 € annuels. Dans 30 ans, durée de vie à partir de laquelle le rendement est moins important, les panneaux fabriqués en France seront recyclés et pourraient être remplacés par d'autres. Et puis dans ce journal, rendons-nous désormais en Martinique. Ce sous-marin nucléaire d'exception a fait escale au grand port maritime de Fort-de-France. Sans armement nucléaire, mais en phase d'essai, des dispositions de sécurité ont été mises en place. Immersion dans les coulisses avec François Eudoxie Dayana pour notre partenaire sur place via ATV. Un sous-marin nucléaire de 100 mètres de long et 5000 tonnes. L'imposant bâtiment émerge subtilement. Ce navire, conçu il y a une dizaine d'années, est en phase de test depuis mars 2023. Il effectue dans nos eaux ses derniers essais. On est en phase d'acquisition des caractéristiques militaires du bateau, ce qui fait qu'on est parti de Toulon il y a quelques semaines pour mener des essais à différentes températures dans différents endroits. Et ce qu'on fait en Martinique, c'est qu'on vient valider un point d'appui pour un SNA. Donc en gros, on vient valider le fait qu'un sous-marin nucléaire d'attaque puisse venir ici pour faire relâche, maintenir ses installs, éventuellement en changer d'autres et faire des opérations en collaboration avec la base navale de Fort-de-France. À l'intérieur, mécaniciens, électriciens, atomiciens, 77 membres d'équipage assurent le bon fonctionnement de la navigation de l'engin.
Partis depuis le 6 février de Toulon, ces marins peuvent rester jusqu'à 80 jours sous l'eau. Un rythme de vie bien particulier. Ça reste quand même un milieu assez restreint, assez clos, mais les conditions de vie à bord sont bonnes. En fonction de la situation opérationnelle, on va être en ce qu'on appelle en quart, en tiers. Voilà. Du coup, le tiers, c'est on va travailler 4 heures. Ensuite, on aura 8 heures de repos. Par contre, durant ce repos, on faudra manger, prendre sa douche, faire son sport pour quand même avoir une bonne vie saine. Sa propulsion et toute la génération d'électricité à bord est assurée par un réacteur nucléaire. Et en particulier, il n'y a pas d'armes nucléaires à bord. Par ailleurs, lorsque nous sommes en escale, le réacteur n'est plus en fonction. Nous récupérons notre source d'énergie par des diesels qui sont installés sur le quai, sur lesquels nous nous branchons et qui apportent toute l'énergie dont le sous-marin a besoin une fois qu'il est à quai. En effet, la circulation de camions de transport de gaz, la manutention de matières dangereuses, les drones ainsi que la navigation sont interdits à proximité de son escale. Ce dimanche, le sous-marin reprendra le large, direction le port de Brest, afin de poursuivre sa mission. Le braquage de la Banque de France comme si vous y étiez. C'est ce que permet cet escape game dans les anciens locaux d'une banque à Abbeville, en Moselle. Le principe, revivre l'attaque d'un groupe armé qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion de faire travailler ses ménages et de se replonger aussi dans l'histoire. Un reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord sur place. C'est un hold-up! Que personne ne bouge, ceci est peut-être le casse du siècle. Mitraillette en main, il n'aura pas fallu longtemps à cette bande de copines pour se prendre au jeu de l'escape game. Et vous bougez plus surtout! Dans la peau de résistants des forces françaises de l'intérieur, les participantes, projetées en pleine Seconde Guerre mondiale, n'ont qu'une mission, dévaliser le coffre de la banque. Et pour cela, il va falloir faire travailler sa matière grise. On trouve pas le code, mais on va finir par trouver. On a déblayé tous les tiroirs, là-bas on a mis à peu près... On trouve des trucs mais ça sert à rien. Il est mal embarqué ce braquage? Un peu, ouais. Code, énigmes et autres casse-têtes retors, tout est fait pour rendre la tâche des joueurs difficile. Il faut user de patience et de coordination pour espérer approcher le butin. Et pour cause, la scène prend place dans l'ancienne Banque de France d'Abbeville, de son guichet à la salle des coffres. Moi j'aime bien les activités comme ça, c'est bien, faut chercher, trouver des indices, tout ça. Et si l'immersion est totale, c'est aussi parce que ce braquage a bien eu lieu. En juillet 1944, une poignée d'hommes dérobaient ici l'équivalent de 18 millions d'euros sur le point d'être transférés en Allemagne. Un fait historique presque oublié, dont l'escape game se charge de préserver la mémoire. On n'est pas sur un cours magistral, sur du papier. On a un pied dedans en fait, puisque l'escape game a beaucoup de clins d'œil historiques, comme le mot de Verlaine qui a été utilisé justement sur la Seconde Guerre mondiale avec un petit clin d'œil au film Le Jour plus long. Ils vivent l'histoire en fait. C'est des résistants qui viennent réellement braquer la Banque de France. Après plus d'une heure d'effort, l'alarme retentit et les billets, répliques de l'époque, pleuvent. Bien sûr, le casse est fictif, mais les braqueuses repartiront tout de même avec quelques notions d'histoire. Et puis c'était l'un des événements photographiques les plus attendus de la Savoie. Pour sa 7e édition, ce festival faisait un état des lieux de notre planète. Un thème évocateur pour l'invité d'honneur cette année, Yann Arthus Bertrand. Le célèbre photographe a saisi l'occasion de sa visite pour enrichir son nouveau projet baptisé Les Français. Un reportage de Kezia Poudou pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Kenya ou encore en Argentine, Yann Arthus Bertrand a parcouru le monde pour photographier la beauté de notre planète, mais également pour sensibiliser le grand public aux problèmes environnementaux. Une aventure de 10 ans qui a donné naissance à cette série de photos, La Terre vue du ciel. Une collection que le public du pays de Gex a pu découvrir ce week-end à l'occasion de la 7e édition du festival Confrontation Photo. En parallèle, Yann Arthus Bertrand, invité d'honneur de l'événement, en a profité pour compléter son projet intitulé Les Français. Un projet bien différent de la thématique alarmante de l'environnement. À travers ces photos, c'est une France sans cynisme qu'il souhaite mettre en avant. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer une France heureuse, une France unie, une France qui partage, une France qui est contente de venir. Et tu vois l'ambiance qu'il y a, c'est incroyable. Et tous les studios qu'on fait, c'est toujours pareil. Tous les gens sont heureux, contents d'être là, il y a toujours une ambiance formidable. Et je dois reconnaître que moi qui étais un photographe de paysage, tu vois,
La vraie beauté, je la trouve beaucoup plus dans les paysages, dans les visages que dans les paysages. Quand les gens m'intéressent beaucoup plus que les paysages aujourd'hui. Amis, famille ou encore collègues, les différents modèles sont invités à revêtir une tenue qui les représente. Jusqu'alors, plus de 15 000 personnes ont été photographiées dans toute la France. Les prises s'enchaînent. Ce vendredi, une trentaine de groupes a pu immortaliser ce moment. Une cadence soutenue qui nécessite de l'organisation. Lorsqu'on voit arriver un groupe, il faut réagir très rapidement puisque les prises de vue durent très peu de temps, un quart d'heure maximum. Il faut regarder les personnes, vraiment, il faut regarder les gens avant tout parce qu'en fait, c'est eux les plus importants. Et donc, essayer de les mettre en valeur au maximum. L'année prochaine, ce projet sera publié dans un ou plusieurs ouvrages. Mais en attendant, les équipes de Yann Arthus Bertrand vont venir à la rencontre des Savoyards. Le studio va s'installer le mois prochain à Albertville, l'occasion de mettre en avant les différents métiers et personnalités du territoire. Voilà, au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.